Bonjour et bienvenue. Mes invités de ce matin sont des acteurs politiques dont le parcours suffit à les présenter. Leur cheminement aussi devrait nous aider à voir plus clair dans notre sujet du jour, le dialogue des forces vives de la nation. Certains l'ont vite réduit au dialogue politique, pour ne pas dire discussion autour du processus électoral à venir. Mais dialoguer, pourquoi, à quelle fin, avec qui et pourquoi le président nouvellement réélu avec 58% des suffrages dès le premier tour ne compte pas y aller avec ses propres idées et comme il a été réélu. Mamadou Bamba Ndiaye, bonjour. Bonjour. J'aime à rappeler votre cheminement avec le président Mamadou Dia, le MSU. Vous êtes aussi un acteur de la CA 2000, de la première alternance démocratique qui a conduit Maître Abdoulaye Wade au pouvoir. Vous êtes dans ce débat avec Serigne Mbacké Ndiaye, sur qui je reviendrai tout à l'heure. Mais d'abord, je vous permets quand même de dire un mot sur le processus qui s'est achevé avec la proclamation officielle des résultats par le Conseil constitutionnel et qui consacre Macky Sall élu ou réélu, ce selon avec 51% des chiffrages dès le premier tour. Vous étiez un acteur, soutien du candidat Idrissa Seck de la coalition Idy 2019. Oui, 58%. Merci de la question. Avec la décision du Conseil constitutionnel, chacun est à même de constater. Donc, que c'est le résultat qu'ils ont donné permettant à Macky Sall de continuer d'occuper la fonction de président de la République. Évidemment, la question de fond qui se pose, c'est la question de la légitimité. Parce qu'au-delà du constat qu'il exercerait les pouvoirs, la légitimité pose la question de savoir si c'est dans la justice et dans l'équité qu'on est arrivé à ce résultat. Et je ne vais pas m'étendre sur les conditions de préparation et de déroulement de ces dernières élections, puisque nous les avons tous vécues. Tous les Sénégalais ont pu constater les irrégularités qui ont marqué les différentes étapes du processus et ont pu constater également le résultat. Comme vous le savez, nous considérons que le processus n'a pas abouti. Notre lecture, nous, des résultats tels que nous les avons, c'est qu'il y avait un deuxième tour qui n'a pas été organisé. Est-ce que quand on arrive au jour du scrutin, où on ne décompte que les bulletins qui sont dans l'urne, on a fini de solder le contentieux, tout ce qui était sujet à caution dans le processus électoral ou pas? Non, on n'a pas soldé le contentieux. C'est tout ce qui s'est passé depuis, je dirais, 3 ans qui figure dans les urnes. Je donne simplement un exemple. Le porte-parole de la Sénat a dit qu'il y a 7000 faux bulletins de naissance au niveau de Goudiri. Bulletins de naissance ayant servi, comme chacun le sait, à avoir des fausses cartes d'identité qui ont permis à des mineurs de voter. Avant lui, les experts de l'Union européenne avaient signalé le même problème. Eux, ils avaient parlé de dizaines de milliers de faux certificats de résidence et de faux extraits de naissance. Évidemment, ça, c'est des dizaines de milliers de voix qui font partie des 58% dont on parle. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure que la question de la légitimité reste entière. Quand vous constatez quand même l'écart de voix entre le candidat Macky Sall, finalement réélu président de la République, et son suivant immédiat Idrissa Seck, qui était votre candidat, est-ce que vous ne faites pas foi à ce concept créé par les observateurs internationaux de constater des irrégularités qui n'ont pas été de nature à entacher la sincérité du scrutin? Est-ce qu'on ne peut pas les ranger sous ce registre-là? Bon, nous, ce que nos délégués qui étaient chargés de faire les calculs à partir des documents qu'ils ont obtenus des bureaux de vote et des commissions départementales, la conclusion, ce qu'ils nous ont dit, c'est que Macky Sall avait à peu près 46%. Donc, par conséquent, moi, je m'en tiens à ça. Et je considère que le processus électoral a été interrompu, n'est pas allé jusqu'à son terme naturel, qui était l'organisation d'un second tour. Et par conséquent, le pouvoir qui en est issu est absolument illégitime à mes yeux, même si personne ne peut contester qu'il a la réalité du pouvoir. Mamadou Bamba Ndiaye, pour être tout à fait précis d'ailleurs sur vos états de service, je me dois de préciser que vous êtes aussi le secrétaire général du mouvement pour le socialisme Sellal.
universelle. Voilà, c'est bien ça. Serigne Mbacké Ndiaye, je me tourne vers vous. Vous êtes le coordonnateur du rappel, le Rassemblement pour la pérennisation du libéralisme. Autant dire, vous êtes aussi membre de la mouvance présidentielle. Alors, je vous interpelle sur les déclarations de votre vis-à-vis. Vous risquez d'avoir un mandat quand même sur un pied, puisque la légitimité vous est déniée. Et en même temps, on semble vous accuser d'avoir été élu sur la base d'un processus biaisé d'avance. Et puis on reviendra sur le dialogue. Vous dites un mot sur ça? Oui, avant de dire ce mot, mon cher Ablaye, je veux d'abord vous remercier de l'invitation et de l'occasion que vous nous offrez. Ensuite, dire que nous sommes aujourd'hui le 10 mars. Il y a 2 jours, nos femmes ont fêté, en tout cas ont célébré le 8 mars. C'est l'occasion donc pour moi de saluer très fraternellement la femme sénégalaise, de saluer son combat de tous les jours, les éminentes femmes, en tout cas contemporaines, parmi lesquelles je citerai Caroline Faye, parmi lesquelles je citerai mon épouse Mantoulaye Diène, je citerai Feu Maïmouna Kane qui vient de nous quitter, et tant d'autres qui sont beaucoup battus pour que la femme sénégalaise soit ce qu'elle est aujourd'hui. Ça me donne l'occasion également de m'incliner parce que vous le savez, j'ai perdu mon épouse il y a exactement 40 jours. Et depuis lors, c'est pratiquement au niveau national, en tout cas, ma première sortie publique. J'en profite également pour prier pour elle à l'occasion de ce 40e jour et demander à tous également de prier pour elle. Ceci dit, je voudrais très rapidement revenir sur les déclarations faites par mon ami, frère et condisciple Bamba Ndiaye, que je salue au passage, que je salue également le combat qu'il a toujours mené, j'en suis témoin, même si nous ne sommes pas souvent d'accord, je salue quand même l'engagement patriotique qu'il a toujours poussé vraiment à avoir certaines positions dans notre pays. Maintenant, je pense qu'il nous faut, nous, hommes politiques sénégalais, avoir du respect pour les Sénégalais, avoir du respect pour le peuple sénégalais. Et justement, j'avais pensé que la forte mobilisation des Sénégalais, le 24 février dernier, avait fini de faire comprendre à la classe politique sénégalaise que ce peuple-là, c'est ce qu'il veut. Pendant plusieurs années, on nous a dit que le président Macky Sall est impopulaire. Certains nous disaient même qu'il ne serait même pas au deuxième tour, si deuxième tour il y aurait. Nous avons vu pendant la campagne électorale comment les choses sont déroulées. Et le jour du scrutin, dans un silence total, dans une discipline parfaite, dans une sérénité imperturbable, les Sénégalais sont allés aux urnes. Ils ont voté et ils ont pris une décision. Et tous les états-majors, je pèse bien mes mots, à partir de 19h, 20h, tous les candidats avaient les résultats de l'élection présidentielle. Oui, mais le candidat Idrissa Seck a publié des chiffres qui ne sont pas les vôtres. Hein. Je pense qu'il faut le lui reconnaître aussi. Oui, j'en viens. On ne va pas lui faire cautionner les chiffres qu'il conteste. J'en viens justement. J'ai dit que entre 19h et 20h, tous les candidats savaient que Macky Sall avait gagné dès le premier tour. Bamba nous a dit toujours, tout à l'heure, les résultats qu'ils ont, qui viennent d'où? De leurs représentants, il l'a dit. Ce n'est pas de leurs représentants. Justement. Ah, c'est ce qu'il a dit. Non, je le défie. Je le défie de prouver que ça vient de leur... Pourquoi? Vous tous, vous avez assisté au déroulement de l'élection. Le matin, tous les partis, tous les candidats en tout cas étaient représentés dans les bureaux de vote. Le vote s'est déroulé devant tout le monde. Et le soir, il y a eu dépouillement. Des procès-verbaux ont été faits devant tout le monde et signés par l'ensemble des représentants, y compris la Sénat. Il n'y a pas eu de contestation au niveau des bureaux de vote. Dans chaque département, les bureaux de vote ont été assimilés au niveau de la commission départementale, présidée par un magistrat. Et là où il faut préciser qu'il y a un magistrat assisté de 2 assesseurs qui sont également des magistrats. Et les candidats sont représentés. Et ce sont les procès-verbaux qui viennent des bureaux de vote qui sont acheminés au niveau de la commission départementale. Il n'y a eu aucune contestation au niveau des procès-verbaux émanant de ces commissions départementales. Alors, si vous me désignez moi, je vais siéger à la commission départementale de Dakar. Les procès-verbaux me viennent de tous les bureaux de vote. Nous avons dépouillé ensemble devant tout le monde. Il n'y a pas eu de contestation. Tous les PV ont été signés par les représentants. Vous sortez pour me dire, mais mes représentants m'ont dit. Ils ne l'ont jamais dit. Il n'y a pas, je vous le dis, Bamba, je vous le dis à haute intelligible et à la radio. Du calme. Non, mais vous savez que moi, je suis calme. Ne vous énervez pas, mon cher.
Qu'est-ce qui peut m'énerver, Bamba? Vous ne m'avez jamais vu moi m'énerver dans ma vie. Jamais. Tu viens de m'accuser d'être un menteur quand même. Mais Bamba, j'ai la parole. J'ai la parole. Finissez rapidement, Serigne Mbacké. J'ai la parole. Oui. Mais est-ce qu'on peut leur concéder quand même le fait de produire des chiffres et de dire que ce sont leurs chiffres à eux? Non. Et après, non. On ne peut pas leur concéder. Vous savez pourquoi? Oui. Il ne suffit pas de dire j'ai des résultats. À la commission nationale, tous les candidats étaient représentés. Le président Demba Kandji et ses assesseurs étaient là. À chaque fois qu'on sort un procès-verbal, on dit procès-verbal du département de Thiès. Représentant de Idrissa Seck, Michetel. Représentant de Madi Kenya, Michetel. On doit à la vérité quand même, on doit à la vérité de préciser que le dernier jour, soit le mardi, où le Conseil constitutionnel a proclamé les résultats, le représentant du candidat Idrissa Seck ne s'est pas présenté. Ça n'a rien à voir avec ce que je dis. Mais ne s'est pas présenté. Mais je dis ça n'a rien à voir avec ce que je dis. À la vérité, le dernier jour. Écoutez, mon cher. Bon, ça n'a. Je pourrais dire. Non. Laissez-le terminer. Je vous laisse terminer. Je vous laisse la parole. Je dis ça n'a rien à voir avec ce que je dis. D'accord. Je dis à la commission nationale, quand on sort un procès-verbal, on le brandit pour dire département de Thiès. Tous les candidats sont représentés. Tous les PV ont été signés par tous les membres de la commission. Et les résultats sont projetés sur écran géant. On fait le total. Est-ce qu'il y a des contestations? Non. Il n'y a eu aucune contestation. Jusqu'à la fin des travaux. Ce n'est que le lendemain, au moment de la proclamation des résultats définitifs, il fallait ajouter 3 ou 4 bureaux de vote venus de l'extérieur, ce qui ne pouvait en aucun cas avoir une influence sur le résultat final, que, effectivement, la dame qui représentait Idrissa Seck ne s'est pas présentée. Oui, mais Serigne Mbacké, on va quand même dire, on ne sait pas sur ce dernier jour où en était la commission nationale. Mais moi je sais, c'est pourquoi je l'ai dit. Il faut dire, vous ne savez pas. Moi je sais. On peut supposer que c'était un dernier jour de mise en forme finale. Non, c'était un dernier jour au cours duquel il fallait prendre en compte 3 ou 4 procès-verbaux qui venaient de l'extérieur. Qui n'ont pas été pris en compte. Hein? Oui, qui devaient être pris en compte. Qui n'ont pas été pris en compte. Je dis donc le dernier jour, c'est-à-dire en quittant la veille. Oui, mais jusqu'à la proclamation des résultats provisoires par la Commission nationale. Laissez-moi terminer, Ablaye, parce que vous m'avez interpellé sur 2 ou 3 questions. Allez-y rapidement. L'autre question, il parle de légitimité. Comment on peut non seulement gagner une élection avec 58% dans la plus grande transparence? Parce que c'est pourquoi je dis, il ne faut pas insulter quand même l'intelligence des Sénégalais. Ayons un peu de respect pour ces Sénégalais-là. Ceux qui ont voté du matin au soir et qui savent que dans chaque bureau de vote, les résultats sont même donnés par les journalistes. Vous venez pour me dire il manque de légitimité. Je pense que véritablement ce n'est pas ça. Il faut être un démocrate. Reconnaître que nous avons été à une élection, il y a eu un vainqueur, ce qui ne surprend personne. Il y a aujourd'hui un candidat qui s'est positionné en deuxième position, un autre troisième, un autre quatrième, et ainsi de suite. Ainsi va la vie. Donc, il n'y a pas une question de légitimité qui se pose au niveau du président de la République. Oui. Maintenant, on me parle du processus. Vous savez, il faut savoir avancer dans un dossier. Moi, si je ne suis pas d'accord sur un processus, je ne participe pas à l'élection. Vous ne pouvez pas. Parce que là, vous avez cité 2 cas. Vous avez cité le porte-parole de la Sénat. Vous avez cité, je ne sais pas, l'Union européenne, en tout cas des observateurs étrangers. Alors, pourquoi vous n'étiez pas là-bas? Pourquoi? Mais les observateurs font partie du processus aussi. Non, attends, vous n'avez pas... Je veux qu'ils comprennent bien ce que je dis. Ablaye, le rappel est important. Le président Macky Sall avait reçu ce qu'on appelait l'opposition significative. Il s'était agi de discuter du processus électoral. Ils avaient dit, nous ne sommes pas d'accord, il faut procéder à la refonte. Et le consensus qu'ils avaient trouvé, c'est de dire, allons donc à la refonte. Si d'ici là, on parvient à avoir plus de 4 millions d'électeurs, nous utilisons un nouveau fichier. Si nous ne l'avons pas, nous utilisons l'ancien fichier. Alors, nous devions procéder à l'audit du fichier. Vous qui l'avez demandé, vous l'avez boycotté. Manifestement, voilà qui nous mène d'ailleurs à rentrer de plein pied dans notre sujet. Manifestement, alors, ce dialogue n'a pas permis de solder ce contentieux préélectoral qui a traîné jusqu'à l'élection, puisqu'aujourd'hui, Bamba Ndiaye, est-ce que quand même le camp de l'opposition, le camp qui a perdu, est conséquent à dénier la légitimité à un président élu par 58% quand même du collège électoral, des votants? Vous savez, la légitimité, comme j'ai dit tout à l'heure, ça engage la question de savoir est-ce que le résultat obtenu là été
dans un cas, dans la justice, dans l'équité. Et donc nous sommes obligés d'apprécier tout ce qui s'est passé en relation avec ce processus électoral. Maintenant, peut-être légalement, le Conseil constitutionnel, pour l'instant, c'est lui qui est là, qui peut proclamer des résultats, déclarer qu'un président est élu. Mais à quel moment on dépasse tout ce qui se passe avant pour se dire, OK, on a avancé jusqu'à ce niveau-là, on n'a pas pu aller au-delà. Maintenant, c'est le jour du scrutin. Oui, on mobilise nos forces. Si on gagne, tant mieux. Si on ne gagne pas, on accepte aussi les règles du jeu. Justement, ça veut dire qu'il faut accepter le fait que c'est les premières élections, en tout cas depuis 1988, qui ont vu le président en place, qui était un candidat, refuser toute concession à l'opposition sur le processus électoral. L'opposition a toujours eu des exigences sous Abdou Diouf. Tout n'était pas satisfait, mais quand même Abdou Diouf donnait des garanties à l'opposition. Et ce qui permettait d'aller aux élections et d'avoir des résultats, même si c'était contesté, tout le monde finissait par s'accorder. Le président Abdoulaye Wade, la même chose. Les grandes garanties que l'opposition réclamait, il les a données. Et ça a permis, là aussi, d'éviter certaines contestations radicales. Macky Sall entre dans l'histoire comme étant le premier qui a fait 0 concession à l'opposition. Des questions les plus importantes, jusqu'aux questions de détail, il a dit non à tout. Tout. On ne peut pas vous citer une seule revendication de l'opposition qu'il a accepté de prendre en compte. Sur le dialogue, vous savez, le dialogue, c'est nous, opposition, c'est notre exigence. Toutes les plateformes des cadres de l'opposition qui sont créées récemment ont eu comme objet, nous voulons un dialogue sur telle question relative au processus électoral et quelquefois d'autres questions comme les ressources nationales, etc. Mais ce dialogue n'a jamais eu lieu. Il n'a jamais eu lieu parce que le Macky Sall n'en a jamais voulu, en réalité. Il n'en a jamais voulu, c'est-à-dire, lui, il se contente d'appels au dialogue propagandiste pour pouvoir dire « je les ai appelés ». Mais sans contenu ou alors en mettant des formes qui ne permettent pas de déboucher sur des résultats. Est-ce que cette fois-ci, vous pouvez lui faire foi quand il dit « j'appelle toutes les forces vives » et puis on peut discuter de tout. Voilà, il y a eu des divergences sur le processus électoral. Il le dit lui-même qu'il y a eu des divergences sur le processus électoral, mais désormais, on met tout sur la... on discute de tout. Est-ce qu'on ne peut pas faire foi quand même? Cette fois-ci, moi, je ne me prononce pas encore puisque j'estime qu'il n'a pas fait encore pour l'instant d'appel. Moi, je l'ai bien écouté. Il a dit qu'il va faire des propositions après le 2. Donc moi, j'attends le 2. Il va faire des propositions et puis on va voir. Oui, mais il faut qu'on sache, on peut quand même essayer de savoir dans quelle disposition vous êtes, vous, membre d'une coalition qui était face au candidat Macky Sall, dont le candidat n'a pas été élu, Idrissa Seck. Dans quelle disposition vous êtes pour l'avenir? Parce qu'il s'agit de ça. Bon, s'il s'agit de la coalition, je ne peux pas vous répondre parce que ça nécessitera des concertations qui auront lieu au niveau de la coalition et même, j'espère, au niveau de toute l'opposition. Parce que, comme vous le savez, il y avait un front, le Front de résistance nationale, qui probablement va faire une évaluation du processus électoral tel qu'il s'est déroulé. Donc, moi, je préfère attendre qu'il dise voilà ce que je propose, puisque lui-même, pour l'instant, ce qu'il a fait, c'est annoncer qu'il va faire des propositions après le 2. Donc, attendons-le. Moi, je considère, donc c'est une opinion strictement personnelle. Oui, on vous le concède. Je considère que si sa démarche était sincère, était sérieuse, il aurait fait simplement, il aurait dit seulement 2 choses. Premièrement, je désigne M. Untel comme médiateur des discussions. Voilà. Deuxièmement, je m'engage à appliquer et faire appliquer les conclusions sans en changer une virgule. Ce qu'Abdou Diouf a fait. S'il dit ça, peut-être qu'il y aura une possibilité de discuter et d'arriver à un certain nombre de résultats concernant le processus électoral. Tout le monde sait que le fichier
est artificiellement gonflé, que peut-être le bourrage des urnes n'a pas été fait indirectement, mais c'est un bourrage des urnes par l'intermédiaire du bourrage du fichier. Qu'on a bourré le fichier avec des noms de mineurs, etc. Bon, voilà. Donc tout le monde sait donc que cette question du fichier est devenue une question extrêmement préoccupante, qui nécessite qu'on se penche dessus. Donc il faut un audit contradictoire de ce fichier. Il faut une remise à plat. Il faut vraiment qu'on le remette à jour. Et en particulier, qu'on s'intéresse à l'évolution du fichier entre les législatives et les présidentielles. Parce que tous ceux qui ont regardé ont trouvé vraiment suspect l'évolution du fichier dans un certain nombre de départements. Une évolution que le poids de ces départements en termes de population ne justifie pas. Et ce sont justement les départements où on a fait des 100%, des 90% qui ont mené à ces 58% dont on se targue pour dire qu'on est élu président. Pour la clarté, pour nos auditeurs, je précise quand même que après la période de révision, une région comme Dakar a augmenté, le fichier a augmenté de 9% à Dakar, 33% à Matam. C'est de ça que vous, pointez. C'est de ça que je suis en train de parler. Donc, mais pourquoi ces 33% d'augmentation, vous n'avez pas fait partie de ceux qui se sont disputés cet électorat pour pouvoir engranger des voix? Non, mais ces 33% n'ont pas été augmentés au fichier sur la voie publique. Vous ne considérez pas que c'est des inscriptions régulières? Nous avons découvert ça 15 jours avant les élections, mais nous avons toujours réclamé le fichier. Le code électoral nous donne un droit d'accès permanent au fichier. Donc ça, nous aurions dû voir ça en temps réel, l'évolution du fichier. Le ministère de l'Intérieur a refusé, de façon tout à fait illégale, de nous reconnaître notre accès. Et aujourd'hui, nous comprenons pourquoi. Nous comprenons pourquoi ces évolutions-là de 30%, de 40%, même si on compare par rapport à 2012, il y a des zones où la population électorale a augmenté de 80%. Ce que rien ne peut justifier. Et c'est dans ces zones-là que Macky Sall, semble-t-il, aurait fait 90% des voix. Voilà, vous voyez des bureaux de vote, inscrits 200 électeurs, votant 199, Macky Sall 199, tous les autres 0. Voilà, c'est comme ça que les 58% sont constitués. Et voilà pourquoi la question de la légitimité, on ne peut pas ne pas la poser. Ceci dit, moi, je n'engage pas un débat sur le déroulement des élections. Je considère que c'est derrière nous. Tous les Sénégalais, et même les étrangers, ont été les témoins de tout ce qui s'est passé. Quand le jour du vote, on a changé les règles du jeu en disant que les électeurs dont les noms ne figuraient pas sur les listes d'émargement pouvaient aller quand même voter. Tout le monde est témoin. Voilà, tout le monde est témoin de ce qui s'est passé. Donc la question de la légitimité, je suis désolé, mais elle est entière. Elle est entière. Ce mandat-là n'a pas été obtenu dans des conditions justes et équitables, dans une élection régulière et démocratique. Je suis désolé, mais voilà. Bamba Ndiaye, vous avez été député 2001 à 2012. Vous êtes secrétaire général du mouvement populaire socialiste MPS-CELAL. Serigne Mbacké Ndiaye, on ne va quand même pas rester sur le contentieux préélectoral qui est derrière nous de toute façon, puisque l'élection a eu lieu, le Conseil a proclamé le résultat définitif. On a quand même obtenu ce qui pouvait être les termes de référence et ça ne semble pas très compliqué. Une proposition de Bamba Ndiaye, une personnalité neutre comme médiateur dans le dialogue et surtout l'acceptation des conclusions qui pourraient en sortir. C'est pas compliqué quand même, non? D'abord, je pense que vous me laisserez autant de temps que lui pour nous exprimer. Je n'ai pas le chrono, mais oui, 2 minutes. Hein? Oui. Mais vous savez, moi je me donne de parler directement à ma question et après vous faites les considérations. Oui, non, je fais les considérations d'abord. Parce qu'il faut la forme avant le fond. D'accord. Alors, première chose. Je voudrais quand même terminer sur cette question. Mais je voudrais vraiment qu'on dépasse le contentieux préélectoral. Parce qu'on se projette sur l'avenir. Mais il faut qu'on en parle. Parce que je voulais juste lui faire une demande. Si lui, il manque de respect. Parce que non, oui, mais attendez, Bamba, laissez-moi parler. Mais Bamba, tu ne sais pas ce que je veux dire? Mais tu sais que moi, je suis bien éduqué, je suis poli, je ne manque de respect à personne. Il faut le prouver. Pourquoi tu me dis ça? On ne le dit pas, on le prouve. Non, mais c'est... Je suis bien éduqué, ça ne se dit pas, ça se prouve. Je pense qu'il n'y a pas... Il ne laisse même pas parler, il ne sait pas ce que je veux dire. C'est quasiment insultant ce que tu dis là. Je pense qu'il y a mais Bamba, vous ne savez même pas ce que je veux dire? Non, si, tu as dit que si j'avais du respect, moi j'ai du respect pour tout le monde. Je considère que quand on suspecte
on me suspecte ce plan-là, vraiment. Je suis désolé, mais... Serigne Mbacké, allez-y. Mais je pense quand même que les propos jusqu'ici... Je n'apprécie pas ça. Voilà. Je répète que s'il a du respect pour leurs représentants dans les commissions départementales qui ont travaillé, qui ont signé des procès-verbaux, qui sont déposés au niveau de la commission nationale, il ne devrait pas tenir ce discours. Parce qu'il n'y a aucun procès-verbal issu d'une commission départementale qui est en contradiction avec ce que le président de la commission a proclamé. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que faire travailler quelqu'un et donner des résultats, outre que celui qui t'a communiqué, je suis moi, en tout cas si on me le fait moi, pour moi c'est un manque de respect. C'est ça que j'appelle un manque de respect. Eux n'ont jamais dit ça, c'est vous qui dites ça, mais nos représentants n'ont pas dit ce que vous venez de dire. Justement, donnez-nous un seul procès-verbal. Je dis un seul, je ne demande pas deux. Un seul procès-verbal. Mais ils ont donné leurs chiffres. Non, attends, je ne parle pas de chiffres. Voilà. Je ne parle pas de chiffres. Mais je dis un procès. S'il vous plaît, laissez-moi parler. En quel calibre? Mais qu'il me laisse. Non, mais attendez. Mais attends, Ablaye, organisez votre débat. Voilà. Non, c'est ce que je fais. Est-ce que vous m'avez vu une seule fois le couper quand il parle? C'est pas grave, on est dans un dialogue. Mais non, qu'il me laisse parler. On peut échanger aussi. Qu'il me laisse parler. Il n'y a pas de problème pour ça. J'ai dit bien un seul procès-verbal issu d'un département dans lequel les résultats donnés par le président de la commission départementale ne sont pas les mêmes qui sont détenus par le représentant de Idrissa, qui nous le montre. Je ne parle pas de résultats avancés comme ça. Bon, bref. Maintenant, parlant du dialogue, je pense qu'il ne faut pas faire de confusion. Le président a annoncé justement sa volonté d'aller au dialogue. Ça, c'est une annonce qui a été faite par le président. On entrera de plein pied dans le dialogue. C'est en ce moment, ce qu'il dit là, c'est bien qu'il ait avancé de tout comme ça. Ça peut vous mettre d'accord, ça, quand même, sur ces deux considérations-là. Quoi? De désigner une personnalité neutre et surtout d'accepter les conclusions. Est-ce que ça peut vous mettre d'accord? Écoutez, le président a annoncé qu'il veut dialoguer avec tout le monde. Et la précision de taille à faire. Parce que quand je vois un homme politique, pas lui, mais en tout cas quelqu'un de sa mouvance, dire quand on a 50... Mais attendez, on va laisser... on débat ou non, on ne débat pas. On va laisser ceux qui ne sont pas là. Non, moi je dis ce que j'ai envie de dire. Je suis là pour dire ce que je pense. Allez-y. Quand un homme politique aspirant à la magistrature suprême me dit que quelqu'un qui a 58% n'a pas besoin de dialoguer, je dis celui-là n'a rien à voir dans la politique. Il n'a rien à faire dans la politique. En 2000, quand Abdoulaye a pris de la parole, je me rappelle très bien les fameuses phrases de Idriss Seck. Il avait raison. Il dit, même si mon candidat gagne avec 90%, j'ai besoin de dialoguer avec les 10% qui restent. C'est là, c'est comme ça qu'il faut comprendre le dialogue qui a été lancé par le président. Il a 58%. Il y a 42% de Sénégalais qui ont dit, nous ne sommes pas d'accord avec vous, monsieur le président. Il faut dialoguer avec ces Sénégalais qui ne sont pas seulement dans les partis politiques, qui sont dans les syndicats, qui sont dans le transport, qui sont partout. Il faut dialoguer avec tout le monde. Il faut ramener autant que sur la sérénité dans ce pays. Maintenant, appeler au dialogue ne veut pas dire si vous ne dialoguez pas avec moi, je ne gouverne pas. Il a lancé un appel, je le répète. À partir du 2, c'est là où je salue au moins la sagesse au moins de Bamba. À partir du 2, il a dit, je vais vous faire des propositions. Moi, j'ai mon idée là-dessus. Pour avoir été acteur, justement, dans des rencontres entre, la seule rencontre d'ailleurs qu'il y a eu entre le président Wade et son opposition de l'époque. C'était, je pense, en 2007. Quels ont été les préalables? Oui, les préalables d'abord... Pour réussir ce dialogue-là. Oui. Parce à l'époque... Apparemment, on a réussi des dialogues avant, on ne l'a pas réussi jusqu'ici dans ce septennat. Comment, justement, pour ce qui est de l'avenir, le réussir et de mettre tout le monde d'accord sur les conclusions des discussions? Je pense qu'il faut d'abord se dire une chose. Parce que moi, quand dans un dialogue, les gens disent, est-ce qu'on est sincère, est-ce qu'on n'est pas sincère? Ce n'est pas ça le débat. Parce que dans un combat, chacun y trouve son compte. Le problème, ce n'est pas de dire on est sincère ou on n'est pas sincère. C'est les formes d'abord qu'il faut mettre en place. Le président a lancé un appel au dialogue. Je pense qu'il faut réitérer, c'est mon sentiment, il faut réitérer cet appel. Ça, c'est un. Deuxièmement, il faudrait s'adresser, d'abord, et je salue cette position, les anciens présidents Abdoulaye Wade et Abdou Diouf, c'est important qu'ils apportent quelque chose à la construction de ce pays-là. Il faut s'adresser aux différents candidats qui étaient 4 candidats avec lui à l'élection présidentielle. Il y a quand même une différence entre les deux, je me permets de vous couper. Oui, c'est un autre palier. Abdou Diouf n'est plus acteur, Abdoulaye Wade est encore acteur et un des plus radicaux d'ailleurs sur le processus. Mais est-ce que le fait de dire à Abdou Diouf qu'est-ce que vous pensez du fonctionnement du pays, ça nous gêne? Oui, mais je dis juste quand même les deux, il y a une différence parce que Abdou Diouf n'est plus acteur, mettez la différence. Abdoulaye Wade est encore un acteur qui a contesté l'organisation du scrutin. Mais quel est le problème que ça pose? Je dis juste qu'il y a une différence entre les deux. Oui, mais je dis, quel est le problème que ça pose? Peut être une personnalité... Est-ce qu'on ne peut pas aller voir, le marabout qui est là-bas, qui n'a jamais voté, qui ne vote pas pour lui dire,
Serenbi, nous sommes en train de dialoguer, venez nous apporter votre contribution dans ce dialogue-là. On ne peut pas le faire. Qu'est-ce qui gêne qu'on dise Abdoulaye Wade, Abdou Diouf ou un autre? Ça ne gêne rien. Donc pour moi, ça, c'est un palier de parler d'Abdou Diouf et d'Abdoulaye Wade. L'autre palier, de mon point de vue, ce sont les candidats qui ont été à l'élection présidentielle. L'un a eu 20%, l'autre 15%, ainsi de suite. Ces candidats également, c'est un deuxième palier qui est pour moi fondamental. L'autre palier, c'est toute la classe politique sénégalaise, mais c'est également les autres acteurs qui ne sont pas dans la vie politique. Quelle forme le président va adopter? C'est à lui vraiment d'en décider. Il peut dire, je m'adresse directement à eux, je vais les voir par exemple, je les appelle au téléphone, je fais un discours à la nation, je fais un courrier comme nous l'avons fait. Comme il peut dire, je désigne une personnalité crédible, capable de le discuter avec les uns et les autres, qui serait peut-être chargé de conduire ces dialogues. Tout ça, c'est des formes que lui, initiateur du dialogue, peut définir. Si moi j'étais à sa place, je sais exactement ce que je dois faire. Parce que pour rappel, quand Abdoulaye Wade a voulu rencontrer les opposants de l'époque, Moustapha Niasse, Ousmane Tanor Dieng, Amath Dansokho, ainsi de suite, ça a failli capoter. Parce que tout simplement, dans la première lettre qui leur avait été adressée, ils n'étaient pas d'accord sur la forme. Nous avons repris la forme. Et ça a marché. Ils se sont mis autour du table, ils ont discuté. Même si après il n'y a pas eu de suite, mais quand même ils ont discuté. Donc je pense que les questions de forme sont extrêmement importantes. Que le président puisse les rencontrer. On discute de toutes les questions. Parce que si on n'est pas présent, on ne peut pas savoir ce qui se passe. Il est heureux aujourd'hui de savoir que pour la première fois, le Sénégal a un président sortant qui n'est pas intéressé pour sa prochaine, pour la prochaine élection. Est-ce que c'est garanti réellement ça? Bamba. C'est une question que je pose. Mais allez lui demander. Je sais je sais que c'est une question qui énerve. Qui énerve qui? Moi, je suis curieux. Attends, qui énerve qui la question peut énerver? Est-ce qu'on a réellement cette garantie? Attends, je vous pose la question. La question énerve qui? Bon, continue. Je pense que vous aimez les détails. Hein. C'est malheureux. Non, hein. Parce que détail, vraiment... hein. Non, si. Parce que pour un homme quand même d'une certaine dimension, qu'on croit être vraiment un homme d'État, c'est une question capitale. On n'a pas à avoir certaines... C'est une question capitale pour l'avenir de notre pays. Même si, je me dois quand même de préciser, même si les uns et les autres peuvent avoir les avis sur ce plateau-là, c'est un débat quand même pour lequel même les constitutionnalistes les plus éminents de ce pays ont eu des positions divergentes quand ce débat-là s'est posé. Je pense que à l'occasion aussi, Moi, je ne parle pas de ce débat. Voilà. Je ne parle pas du débat. Le débat en tant que... c'est ce débat-là que Bamba Voilà, c'est ces réactions qui sont... C'est de ça que je parle. Mais vous disiez tout à l'heure quelque chose qui me semble important quand même pour l'avenir. Vous rappeliez que ce fameux débat entre Wade et son opposition a failli capoter parce qu'on n'était pas d'accord sur les préalables. C'est ce qui semble aussi être encore le cas puisque l'opposition pose des préalables. Enfin, on a l'habitude de faire confusion. On émet un avis personnel, mais on peut comprendre que ça peut emporter l'adhésion de l'opposition, c'est-à-dire pour se mettre d'accord sur une personnalité neutre, mais ensuite pour appliquer les conclusions. Ça a souvent posé problème. Vous savez, on fait une grande confusion. Entre... Si on est dans une situation de crise, dans une situation, un pays par exemple en crise, où il y a deux partis qui font face, qui doivent discuter pour sauver un pays de cette situation-là, chacun se dit, voilà mes conditions sans lesquelles je ne vais pas au dialogue. Nous ne sommes pas dans cette situation-là. Nous sommes dans une situation où un président vient d'être réélu. Il fait appel à tous les fils du pays pour discuter avec eux de toutes les questions d'intérêt national. Et nous faisons confusion en général entre le contenu et les préalables. Le président Wade avait l'habitude de me dire, dis à tes amis là, que si un président vous appelle... C'était qui vos amis à l'époque? Moustapha, c'est ça que je viens réciter, Moustapha, Tanor et autres. Si un président vous appelle, il faut aller répondre. Il me disait en Wolof, lolo moy yar ak teggin. Et il me disait en Wolof, fulla ji nak moy lo xalat nang ko wax. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sujet tabou. Moi je pense aujourd'hui, quand le président lance un appel au dialogue, venez, on va discuter. Mais chacun vient avec ce qu'il a dans le ventre. Nous posons tous les problèmes sur la table. Les Sénégalais sont là pour apprécier. Les Sénégalais sauront qui a dit quoi, qui a fait quoi. Et je pense que c'est ça l'intérêt aujourd'hui de ce dialogue-là. L'opposition a quand même souvent reproché au camp présidentiel entre 2012 et aujourd'hui d'avoir souvent appelé l'opposition à des concertations, mais de ne pas tenir compte de ce qui se dit dans ces rencontres-là, au point que finalement, l'opposition finit par bouder et on dit, on vous a appelé, mais vous n'êtes pas venu.
Est-ce qu'on ne devrait pas aussi changer de méthodologie? Ce n'est pas exact. Ah si, c'est comme ça que ça se... Je vais vous prouver que ce n'est pas exact. Non. Dans les faits, je ne rentre pas dans le fond. Dans les faits, c'est comme ça quand même que ça se passe. Tous les dialogues qui ont été appelés, l'opposition a été au moins présente dans les premiers moments. Non, je regrette. Pas du tout. Quand même. Pas du tout. Sur le processus électoral, l'opposition a été présente aux premières rencontres, puis d'avoir boudé. Non, je dis non. Et je vous prouve que c'est non. Dites-moi. On a dit tout à l'heure que... non, mais rapporte-moi la contradiction de ce que je dis. C'est ce que je suis en train de donner. D'accord, allez-y. Il vous a dit tout de suite, je n'ai pas voulu le relever, que Macky n'a jamais fait de concession avec cette opposition. Mais le fichier là, le fichier électoral que nous avons aujourd'hui, il vient d'où? Je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est quand cette opposition est allée voir Macky Sall, le président Macky Sall, à la présidente de la République, qu'ils ont discuté et décidé de la réforme de ce fichier électoral. Non, je suis désolé. Tu fais une confusion. Mais je ne fais pas de confusion. Oui, je viens de quoi je parle. Moi, j'étais attentif. J'étais attentif à la question que je vous pose. Laisse-moi une minute t'expliquer. Vous ne pouvez pas me citer une seule fois où l'opposition a accepté de... C'était le fichier électoral. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'opposition significative qui avait demandé la refonte. Et au moment de l'audit du fichier, ils ont boycotté. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est qu'au début de tout... Mais si, quand vous dites que cette opposition était là pour la refonte, c'est qu'elle était là. Mais Ablaye, pourquoi tu fais cette confusion? Mais non, je n'installe pas. L'opposition n'était pas là pour la refonte. L'opposition était allée en audience à la présidence de la République. Vous me dites, oui, mais ça veut dire qu'elle était là dans des dispositions. Je ne fais pas de jugement. Je ne fais pas de jugement de fond sur la méthodologie. Mais je n'ai pas oublié pour que tu me rappelles. Je n'ai pas oublié. Non, je n'ai pas oublié. L'opposition était allée en audience à la présidence de la République. Laisse-moi parler, tu vas voir. Ce n'est pas vous qui donnez la parole. L'opposition était en audience à la présidence de la République. Et le président a donné son accord pour qu'il y ait refonte du fichier électoral. Le ministère de l'Intérieur, à la suite de cette audience, a convoqué l'opposition. Et jusqu'au moment où nous parlons, elle ne s'est jamais présentée à une réunion au ministère de l'Intérieur. Qu'il me prouve le contraire. Voilà, donc peut-être pour rafraîchir les mémoires, en réalité, tous les partis de l'opposition, à l'époque c'était l'IED, je crois, Initiative pour des élections démocratiques, sont allés à cette concertation. Ils ont participé à 2 ou 3 réunions. Pourquoi ils ont quitté? C'est suite à une provocation du ministre Diallo. Quand il s'agissait de constituer les 3 groupes là. Le ministre a sorti un membre qui avait des problèmes avec l'IED, je ne veux pas citer son nom, pour créer un nouveau pôle avec un seul parti politique qui était en conflit avec nous, ce que nous avons refusé. Donc il y avait 3 pôles, les indépendants, l'opposition, la majorité. Et il a dit qu'avec un parti, issu de nos rangs, que nous avions nous-mêmes exclus pour accointance d'ailleurs avec le pouvoir, il dit que ce parti-là, lui, il allait l'ériger en 4e pôle pour qu'il y ait un dialogue entre 4 pôles et nos 3 pôles. Nous avons dit, ça biaise le débat, et parce qu'il a maintenu cela, que nous ne sommes plus allés à ces concertations. D'ailleurs, quand le nouveau ministre est arrivé, l'une de ses premières décisions a été de revenir au principe des 3 pôles sur lesquels nous avons toujours fonctionné. Donc ce qui s'est passé, c'est cela. Deuxièmement, l'audience avec Macky Sall, l'opposition l'avait demandé, alors que la confection des cartes CEDEAO était déjà en cours et créait beaucoup de problèmes. Donc c'était dans l'idée de discuter des problèmes issus de la refonte, mais pas dans l'idée de décider du principe. Ça avait déjà été discuté. C'était déjà mis en œuvre. Et c'est justement cela, les difficultés qu'il y avait, qui ont conduit le président à dire, bon, maintenant, laissez, on va continuer le processus. Nous voulions qu'on retourne à l'ancien fichier. Il a dit non. Au lieu de décider de retourner à l'ancien fichier, laissez. Si on atteint 4 millions d'électeurs, on fait les élections avec le nouveau fichier. Mais si on n'atteint pas les 4 millions d'électeurs, j'accepterai qu'on retourne à l'ancien fichier. Donc, ce n'était pas du tout une réunion où on a décidé de la refonte du fichier. L'opposition était venue demander qu'on retourne à l'ancien fichier parce que le processus là, des cartes CEDEAO avait des difficultés. Bon, maintenant, ce que je voulais dire, c'est que, bien évidemment, il y a dialogue et dialogue. Et j'en ai parlé tout à l'heure, mais peut-être que je n'avais pas pu développer ça. Il peut y avoir une discussion pour résoudre des problèmes liés
au processus électoral que tout le monde a constaté. Macky Sall aussi est libre de discuter avec qui il veut sur tout ce qu'il veut concernant les politiques qu'il veut mettre en œuvre. Ça, c'est un autre problème. Mais si on doit faire un dialogue pour résoudre les problèmes liés au processus électoral, il faut qu'il soit organisé de façon, je le disais tout à l'heure, crédible et sérieuse. Si on organise des khawarés, comme ça avait été fait, vous vous souvenez, on est passé toute une après-midi avec la radio, la télévision, les discours, tous les partis ont fait des discours au palais, les griots, les marabouts et tout ça, et ça n'a débouché sur rien du tout. De toute façon, ce format-là d'ailleurs... Vous parlez du format du dialogue national. Le format du dialogue national ne vous permet de déboucher sur rien du tout, à part d'offrir simplement un spectacle qui permet après de dire, vous voyez, j'ai invité tout le monde, j'ai parlé avec tout le monde, et après, on fait ce qu'on veut. Ça, c'est tout à fait inacceptable. Ça a été reconduit aussi lors de la discussion sur les ressources naturelles, sur le projet de loi. C'était le même format, c'était le khawaré. Donc venez parler, vous avez la parole, parlez. Dans les tout formats, le monde parle, après mais dans les formats, je vous ai entendu, maintenant laissez-moi faire ce que je veux. Donc, dans les formats à tous les deux, puisque vous êtes des acteurs politiques, dans les formats, est-ce qu'il faut, parce que le président, jusqu'ici, on doit le rappeler, a dit qu'il veut un dialogue avec l'ensemble des forces vives de la nation. Il ne faut pas le circonscrire simplement à un dialogue politique. Absolument. Mais dans les formats, est-ce qu'il faut dissocier ce qui doit être le dialogue politique avec les acteurs politiques, ce qui doit être le dialogue avec les acteurs économiques, ce qui doit être le dialogue avec les autres forces de la nation, ça peut être les cultes, la société plus globalement. Mais est-ce que les politiques doivent avoir ce dialogue qui les regroupe à eux seuls pour apaiser le climat politique? Ouais, mais à mon avis, oui. Le seul aspect sur lequel le consensus est obligatoire dans une république, c'est les règles du jeu concernant la dévolution du pouvoir, c'est-à-dire les élections. Là, le consensus est obligatoire, tout le monde doit être d'accord. Par conséquent, ce dialogue-là doit avoir lieu. Maintenant, je ne conteste pas, je l'ai dit, le consensus sur d'autres questions. S'il veut discuter d'autres choses, bon, il verra avec qui il est discuté. Moi, ça ne me dérange pas. Mais la discussion sur le processus électoral, cette discussion-là doit avoir lieu. Je ne dis pas qu'il faut le restreindre au parti. La société civile a sa place. Peut-être que d'autres acteurs aussi peuvent participer. Mais en tout état de cause, il me semble que pour qu'il ait lieu, il faut que les conclusions... disons qu'il en serait ici soit appliqué. Qu'on s'engage à appliquer. Sinon, ça ne servirait à rien. Et il faut que les véritables questions aussi soient abordées. Parce que pour l'instant, moi, bon, ce que j'entends, ce que j'ai entendu même du discours de Macky Sall, peut-être en français, bon, il y avait un texte très bien rédigé et tout ça, mais quand il parlait Wolof, bon, il s'est un peu laissé aller. Bon, j'ai noté que lui, il parle de la loi sur le parrainage. Alors, on va rester sur le français puisque vous le concédez, c'était écrit, c'était voilà, c'était figé. C'était très intéressant. Il parlait d'un dialogue avec l'ensemble des forces vives de la nation. C'était très intéressant. Vous savez, souvent, il faut aller au-delà des textes. Et justement, le Wolof permet d'aller au-delà des textes. Parce que là, il a dit des choses qui n'étaient pas dans son texte en français, mais qui sont importantes. Parce qu'il a parlé de la loi sur le parrainage, il a parlé des délais pour la proclamation des résultats. C'est ça les exemples qu'il a donnés. Honnêtement, si c'est ces exemples-là, moi je trouve que ce n'est pas la peine de perdre son temps. Serigne Mbacké, alors il nous reste, c'est allé très vite, je vous le concède, 2-3 minutes. Mais est-ce que... Encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Hein, sur cet aspect. Serigne Mbacké, est-ce que quand même le jeu des acteurs politiques, avec la société civile bien entendu, qui s'est posé en médiateur depuis quelque temps en tout cas, pour apaiser le climat politique, il faut le dissocier des autres formes de dialogue avec les autres segments de la société, ou il faut tout mettre dans un grand, allez, fourre-tout, mais dans le bon sens, pour en sortir. Vous avez parlé d'apaisement et tout ça. Le climat politique a toujours été apaisé. C'est-à-dire qu'on a essayé de manière artificielle de c'est pas que artificiel quand même. Je pense que celui-là est le mien. Oui. Celui-là est le mien. On a essayé de montrer aux gens qu'il y a la tension de l'électricité dans l'air, ce pays va brûler, alors que rien ne brûle. Le pays est dans l'apaisement total. Il faut accepter la réalité. La réalité, c'est que nous avons été à des élections transparentes. Il y a eu vainqueurs, il y a eu vaincus.
Le vainqueur a tendu la main à tout le monde. Et c'est normal. C'est tout à fait normal dans un pays comme le Sénégal, qui a des défis importants à relever. Ils insistent beaucoup sur le volet élection. C'est vrai, c'est la politique qui gouverne le monde. Mais nous avons des défis beaucoup plus importants. Nous avons un pays qui hier n'intéressait personne. Aujourd'hui intéresse toutes les puissances. Et même les forces occultes s'intéressent à notre pays. Je pense que la nécessité a intéressé quand même. Hein? Oui, mais ce n'est pas la même chose. D'où la nécessité justement de tous les fils du pays de se mettre autour de quelque chose. C'est la raison pour laquelle le président, appréciant à sa juste valeur cette responsabilité qu'il a, dit je lance un appel à tout le monde. La première chose, c'est de oui, nous acceptons de discuter. Ensuite, comment nous allons discuter? Ce n'est pas à nous de le définir autour de cette table. C'est vrai, chacun donne son point de vue. Et c'est important. On met tout ça dans l'accord, mais chacun donnera son point de vue. Nous acceptons de discuter, Monsieur le Président. Nous sommes autour de la table. Comment la discussion va se passer? Chacun donnera son point de vue. Moi, en ce qui me concerne, je pense qu'effectivement, comme le Président, il faut discuter de toutes les questions. Mais il faut laisser aux spécialistes également le soin de parler de ce qui les intéresse. La situation politique, il faut en parler. La situation économique, chacun donnera son point de vue. On a toujours parlé de réformes au niveau de la justice. Certains donneront leur point de vue. La presse, qu'est-ce que ça donne? Chacun donnera son point de vue. Et toutes ces conclusions mal confinées, les Sénégalais sauront que... Pour éviter que ce soit, pour reprendre le terme de Bamba Ndiaye, hein, Mamadou Bamba Ndiaye, que ce soit un khawaré, c'est-à-dire que tout le monde soit là et que du matin au soir, que chacun prenne la parole. Est-ce que le jeu politique doit être figé entre les acteurs? Quand je dis les acteurs, les acteurs politiques, société civile et voilà, tout ça. Vous savez, Ablaye, quand vous vous rappelez par exemple ce que Bamba vient de dire tout à l'heure, avec le ministre de l'Intérieur, bon, quand il y a une manifestation, enfin une rencontre, en tout cas sérieuse, il y a d'abord la cérémonie d'ouverture solennelle, où tout le monde est là. Après cette cérémonie, justement, les questions dont il parle, c'est pourquoi j'ai dit qu'ils n'ont jamais dialogué. Ils n'ont jamais accepté de dialoguer. Parce qu'au-delà de cette cérémonie, avec le folklore et tout ce qu'il a soulevé, mais il faut aller maintenant vers des rencontres, surtout d'ailleurs le plus important, c'est les rencontres en dehors de la presse. Vous savez, quand la presse est là, certains, c'était le cas au niveau du Conseil constitutionnel, il n'y a eu aucun représentant de parti devant le Conseil constitutionnel qui a contesté ce qui a été fait. Mais quand vous sortez devant la presse, vous dites le contraire. Donc, ce qui est important, c'est les travaux qui vont se dérouler, souvent la forme qui va être définie. Et en fin de compte, nous disons au président de la République, voilà ce qui a été décidé. C'est lui qui a été élu par les Sénégalais. Qu'on ne l'oublie pas, c'est lui à lui seul de décider de ce qui doit se faire dans ce pays. Vous êtes des Ndiayen, en bon Wolof. Est-ce qu'on fait comme... Ça, c'est pas bon signe pour un dialogue. Kotchi Barma, qui dit Netali Khulo Khulo le Indi. Est-ce que pour l'avenir, on oublie ce qui s'est passé et on passe vraiment à autre chose pour l'avenir? Non. Non, la classe politique. Mais il n'y a rien. Oui, mais Serigne Mbacké, vous ne pouvez pas quand même nier que l'opposition vous accuse d'avoir piégé le processus. D'accord. Mais est-ce que pour l'avenir, on peut passer au-delà de ça? Bon, vous savez, je crois que l'opposition, depuis 2012, a fait preuve de beaucoup de sens de responsabilité et de beaucoup de hauteur. Si on remonte les faits tels qu'ils sont passés, notamment les élections législatives, beaucoup de gens, disons, n'auraient jamais pensé que nous aurions participé aux élections. Mais nous sommes dans la logique d'une démarche démocratique, nous allons jusqu'au bout. Maintenant, on ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je n'appelle pas un débat sur ça. Puis ça s'est passé devant tout le monde.